On s'est dit, pourquoi pas bâtir quelque chose pour notre communauté? On est encore en phase de terminer le produit, mais force est d'admettre que la réponse est déjà excessivement positive parce qu'on a sondé la J7 Academy récemment sur leur envie d'avoir un outil comme on est en train de construire et les réponses ont été impressionnantes. Donc, bienvenue à tous au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires et aujourd'hui, on fait une partie 2 des questions que Jonathan Léveillé va me poser sur certains défis qu'on a avec nos entreprises. Je vais lui poser également des questions par la suite pour essayer de découvrir certaines choses qu'ils font avec leurs organisations, avec l'organisation plutôt Open Mind Technologies pour s'assurer d'avoir du succès, de comprendre ce qui fonctionne dans le moment, d'essayer de contrer des défis de croissance, des défis de recrutement. Et on s'est peut-être même dit que nos podcasts du jeudi qui sont orientés sur les discussions d'affaires vont tourner de plus en plus autour de sessions de brainstorm ensemble et on va vous inviter à vous joindre à nous et à voir comment on est capable d'échanger les idées. Peut-être même si ça vous intéresse, écrivez-nous directement sur LinkedIn pour nous dire quel type de questions vous avez en ce moment avec vos entreprises, quelles sont les réflexions que vous avez. Et Jonathan Léveillé et moi, on discutera ensemble de ces réflexions-là, de ces défis à haute voix, sans bien entendu ne jamais vous nommer si vous ne le désirez pas. Si vous le désirez, on vous nommera, pour voir un peu comment on peut aider des entrepreneurs comme moi, comme Jonathan, qui ont des entreprises et qui essayent de faire leur mieux pour obtenir du succès. Donc, je pense que Jonathan, tu avais une excellente idée. On continue donc l'exercice aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Fantastique. Je suis en bon français all-in. On y va avec ça. Je pense que ça va permettre également d'améliorer nos organisations un et l'autre, mais peut-être de donner un peu de positif ou un peu de mordant pour les gens qui nous écoutent à appliquer dans leur propre équipe. Fantastique. Donc, on commence. As-tu une question pour lancer le bal de notre discussion d'affaires? Première question, j'aurais pour toi, Antoine. Ça fait un petit bout que tu me dis que vous travaillez sur un produit à l'interne de J7 et que ça s'en vient le lancement. Donc, je serais curieux de savoir on en est où par rapport à ça et quelles sont les étapes qui ont été faites dernièrement, quelles sont les étapes qui s'en viennent devant nous, c'est quoi les expectations que tu as également par rapport à ça? Effectivement, ben écoute, je ne sais pas si je l'avais dit sur le podcast, puis je vais en faire une annonce bientôt beaucoup plus officielle quand le produit sera sorti. Pour de bon, pour de vrai, on est encore en travail, je dirais, pour préparer les derniers tout petits détails. Ça fait 9 mois, 1 an quasiment qu'on travaille sur l'amélioration de ce produit-là. Donc, essentiellement, ce qui s'est déroulé, c'est que j'ai eu une discussion il y a à peu près quelques mois avec quelqu'un qui m'avait contacté pour me parler d'une solution de reporting que je devrais avoir, que j'aurais tendance à utiliser, que je pourrais même utiliser pour mon organisation. Et quand il est venu m'en parler, cette personne qui se nomme Kylian, on a échangé et finalement, on a vraiment eu un très bon contact et on s'est dit pourquoi pas s'associer ensemble pour en faire un produit encore de meilleure qualité. Parce que son produit, à l'époque, avait du potentiel, mais force est d'admettre qu'il manquait un petit peu de feedback terrain, on pourrait dire. Et sachant que chez J7, on aide beaucoup d'entreprises, on a beaucoup d'organisations également qui travaillent avec nous dans la J7 Academy. On s'est dit qu'on serait capable de donner du feedback sur cet outil de reporting pour qu'il soit le plus adapté possible aux agences, aux acheteurs médias. Donc, on s'est liés d'amitié ensemble et on s'est surtout liés d'un partenariat en affaires. Donc, 2 actionnaires aujourd'hui sur cette entreprise. Et depuis 9 à 10 mois maintenant, on travaille sur cette solution de reporting et elle est maintenant prête. Et pourquoi on s'est lancé dans ce projet-là, Jonathan? Très simplement, je me suis lancé dans plusieurs projets dans les dernières années et plus souvent qu'autrement, ça a été des flops. Là, je pense que le seul projet en dehors de tout ce qu'on fait au niveau de la prestation de services qui a fonctionné, ça a été la J7 Academy, qui est un projet qui a une très, très forte croissance en ce moment, puis qui nous rend très heureux à l'interne. Les autres projets ont été des flops et on a été capable d'encercler un petit peu pourquoi. Et on s'est aperçu que, ultimement, en affaires, il faut que tu sois capable de bâtir, et t'aimes beaucoup le terme, et je vais essayer de l'utiliser également aujourd'hui de la bonne façon. Plus tu passes des années en affaires, plus tu passes des années avec ton entreprise, ultimement, tu te dois d'utiliser cette expérience-là à ton avantage. On utilise souvent en anglais le terme leverage. Et c'est un peu ce qu'on s'est aperçu, nous, qui s'est déroulé avec notre entreprise, c'est que sans trop s'en rendre compte, on a bâti une organisation média au lieu de simplement être une organisation de service, on pourrait dire ainsi. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui gravitent autour de nous avec tous nos podcasts. Et ultimement, on a lancé avec toute cette communauté-là la J7 Academy, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, qui a eu beaucoup de succès, qui va chercher plusieurs nouveaux clients chaque mois, qui est capable d'aider beaucoup d'entreprises. Et on s'est rendu compte que ces mêmes personnes-là avaient d'autres besoins.
Et un de ces besoins-là était du reporting sur leurs différentes campagnes de publicité. L'erreur qu'on ne voulait pas répliquer, c'est de se dire, on a une seule chose qu'on peut mettre vraiment du temps. Soit on met du temps sur un produit, ou soit on met du temps sur de l'acquisition. Le temps et les équipes qu'on a à l'interne ne nous permettaient pas, si on se lançait sur un autre projet, de travailler autant sur le produit que de travailler sur l'acquisition en même temps. Parce que ça, littéralement, ça veut dire que tu dois mettre 100% de ton focus sur quelque chose d'autre. Et ça, on ne peut pas. Mais ce qu'on a, nous, c'est qu'on a une communauté qui a des besoins et une communauté qui nous écoute. Sous toute réserve, c'est pas une énorme communauté, mais tout de même, il y a quand même beaucoup de gens qui font partie de l'académie et qui écoutent nos différents podcasts. Et on s'est dit, pourquoi pas bâtir quelque chose cette fois-ci pour notre communauté. Donc, comparativement aux autres projets passés qui sont finalement devenus des flops, ces projets-là n'avaient aucun lien direct, on pourrait dire ainsi, avec ce qu'on faisait dans notre core, qui était du media buying, qui était du contenu pour des acheteurs médias. Et là, on s'est dit, on va continuer à servir cette communauté-là avec d'autres types de produits ou services qui pourraient les aider. Et on est encore en phase de terminer le produit, mais force est d'admettre que la réponse est déjà excessivement positive parce qu'on a sondé la J7 Academy récemment sur leur envie d'avoir un outil comme on est en train de construire et les réponses ont été impressionnantes. J'ai littéralement eu 2-3 personnes qui m'ont dit, et je les cite avec des guillemets, « Shut up and take my money ». Habituellement, c'est bon signe. Donc, on s'est dit qu'on était sur quelque chose d'intéressant. Donc, la prémisse vraiment de base ici, c'est de se dire ce produit-là va pouvoir aider notre communauté et on n'aura pas à bâtir une grande machine d'acquisition, du moins au départ, soyons très clairs, du moins au départ, pour commercialiser ce produit-là. Parce que ce produit va devenir très rapidement sponsor de tous nos podcasts sur le media buying, sponsor de la J7 Academy, sponsor de nos infolettres et on va placarder le message sur tous les toits dans nos messages de media buying, que ce soit sur l'Académie ou sur nos podcasts. Et c'est littéralement la même stratégie qu'on a faite pour la commercialisation de la J7 Academy. Et là, on parle d'un produit qui est beaucoup plus, on pourrait dire, broad market. Encore une fois, pardonnez-moi l'anglicisme, qu'un produit à plusieurs centaines de dollars par mois. On parle ici d'un produit qui va coûter quelques dizaines de dollars par mois. C'est davantage un outil, je dirais, qu'un logiciel qu'un logiciel qui pourrait coûter plusieurs centaines, voire milliers de dollars par mois. Donc, c'est un petit peu ça la prémisse. On est à quelques jours d'un pré-lancement, littéralement quelques jours d'un pré-lancement, et je dirais à peu près à quelques semaines d'un lancement officiel. J'ai hâte. C'est excitant. C'est différent construire du logiciel. J'imagine que tu en connais quelque chose. On va voir. Peut-être qu'on va avoir un nouveau flop, mais au moins, ça change le mal de place et c'est plaisant de travailler sur des projets différents. Je te lance une balle qui peut peut-être être une balle courbe, mais avez-vous des hypothèses présentement de coût d'acquisition client puis de lifetime value et du ratio là, entre les deux? C'est des choses que vous avez déjà émis des hypothèses jusqu'à date ou vous commencez plutôt avec la communauté puis voir ce que ça donne par la suite? Ben, la prémisse, c'est qu'il n'y aura pas de coût d'acquisition. C'est un petit peu ça le jeu. Comme on a été capable d'avoir avec, je le répète, la J7 Academy. La J7 Academy, au moment où on se parle, est un produit qui commence à 400 $ par mois et il n'y a aucun coût d'acquisition relié à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas dépensé en publicité $1 relié à vendre la J7 Academy. Qu'est-ce qu'on a fait à la place? C'est qu'on dépense des dollars pour vendre d'autres types de produits numériques qui sont reliés à l'Académie, mais qui n'est pas relié directement à un abonnement à l'Académie. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une front-end offer. Ça, on le fait. Et on fait également énormément de contenu. Donc, la prémisse, c'est de se dire, on a un logiciel, on veut rester bootstrap, le panier moyen de ce logiciel-là ne sera pas super élevé. Donc, on ne peut pas se permettre de partir en campagne de publicité. On va davantage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la communauté, nos contenus, nos podcasts qui parlent à cette clientèle cible qu'on recherche et on va avoir un produit qui est freemium, gratuit, littéralement, ce que les autres compétiteurs dans cette catégorie-là ne font pas. Et bien entendu, par la suite, il y a eu de l'ascension pour un produit payant. Et c'est la prémisse. Mais est-ce qu'elle va se révéler vraie? Je ne sais pas. Et pour revenir à ta deuxième question, est-ce qu'on a une vision sur la valeur long terme après le coût d'acquisition d'un client? Difficile à dire, mais c'est ce genre de produit est très, très... dans le domaine SaaS, on utilise le terme sticky, c'est-à-dire qu'habituellement, quand la plateforme de reporting que vous utilisez est bonne, ce n'est pas un type de logiciel qu'on change à toutes les semaines parce qu'on veut que le reporting de nos campagnes pour nos clients reste
à jour, reste bon. Donc, on pense que si les gens aiment le logiciel, si on compare un petit peu ce qui se passe avec les autres compétiteurs dans le domaine, c'est pas facile de faire changer les gens de solution de reporting. Donc, peut-être ça va prendre un petit peu plus de temps, amener les gens à utiliser notre outil, d'où l'idée de l'offrir gratuitement pour 2 comptes. Donc, je pense que ça va pouvoir aider les gens à faire des tests. Mais on pense que si les gens l'adoptent, ça va être très difficile pour eux de partir parce qu'il y a certaines innovations dans le domaine reporting. Il y a une vitesse qui est très, très intéressante. Il y a un prix qui est 2 fois moins cher que la compétition. Et il y a un produit qui, selon moi, est 2 fois meilleur que la compétition. Donc, on pense que la recette, l'équation mathématique fait du sens. Mais Jonathan, tu fais du logiciel depuis longtemps, tu le sais. C'est beau tout mettre ça dans une rencontre, mettre ça dans un document Excel. Mais la vérité est sur le terrain quand tu te lances. Donc, on n'est pas encore là. On est à quelques jours, comme je l'ai mentionné, quelques semaines de l'être. Et peut-être que je vais te revenir dans 3 semaines, je vais te dire, que j'étais intelligent en rencontre avec mon associé. Mais bon, le terrain m'a encore une fois rendu excessivement humble. Et tu as une belle capacité d'être humble dans les différents projets que tu fais. Tout à ton honneur, je pense, c'est ce qui fait, entre autres, le succès d'un bon entrepreneur. Les premiers réflexes, moi, qui me vient pour avoir développé un peu de produit puis nager là-dedans, Bien sûr, je suis calculé aussi. C'est surtout aussi calculer le coût de maintenance du produit par après, tu sais, avec une valeur, exemple, à 10 $ par compte ou 10 $ par mois. C'est de voir c'est quoi juste le coût de maintenance que ça coûte puis le diviser par ce prix-là mensuel, juste pour savoir c'est quoi le minimum d'usagers requis pour être capable de, au minimum, supporter les coûts de maintenance, des fois qui sont parfois sous-évalués, qu'on peut voir dans l'industrie. Donc, c'est le genre de... Moi, je vois plein de questions puis plein d'items là, que je suis curieux de... je pense que ça va pouvoir en faire des bons épisodes. Quand on va avoir un petit peu plus de data sur le terrain, on va pouvoir, bien entendu, donner les chiffres en public. J'aurais pas de souci à le mentionner. Puis effectivement, on a déjà, tu le sais, hein, du logiciel, tu dois le bâtir avant de le vendre. Donc, il y a plusieurs coûts qu'on a en ce moment au niveau de nos développeurs, au niveau des gens qui travaillent sur le projet, au niveau également des coûts de serveurs. Donc, écoute, on perd encore plusieurs milliers de dollars par mois et on risque de perdre encore plusieurs milliers de dollars par mois pendant un bon bout de temps. Espérons que ce ne soit pas tellement long. Mais on croit que ça peut être quelque chose que si les premiers usagers aiment bien, et on va le savoir littéralement la semaine prochaine, nous, chez G7, on utilise la solution depuis à peu près 2 mois. Donc, depuis 2 mois, elle est prête, elle est utilisée. On fait le dernier fine-tuning, les derniers ajustements sur les bugs, les nouvelles itérations, et on aime ça. Et on trouve que sur certains aspects, c'est quelque chose qu'on aurait aimé avoir depuis plusieurs années maintenant. Donc, c'est bon parce que les gens qu'on va viser, ce sont les G7, ce sont les acheteurs médias, ce sont les gens qui font des campagnes de marketing numérique. Donc, il fallait que nous, on utilise le produit avant de pouvoir commencer à le vendre et de se dire, est-ce que ça répond vraiment à nos besoins? Et on a eu une bonne réponse de ce que le marché en achat média va vouloir parce qu'on le fait depuis 12 ans maintenant. Donc, on voit les bons, les moins bons coups, etc. Donc, ce qui me donne confiance, c'est de se dire, c'est utilisé et c'est apprécié à l'interne. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. À voir. Je pense que le futur va être assez intéressant, mais c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, avoir un produit technologique. J'avais jamais trouvé le bon associé. Et là, c'est une très, très belle collaboration, je te dirais, qui s'est mis en place avec mon collègue Kylian. Bien hâte de suivre ça dans les prochaines semaines parce que j'ai un paquet de questions et un paquet, des fois, de liens que je fais avec des aventures précédentes que je pense que je vais me faire détruire en direct. Ouais. Puis je te propose une chose, je vais expliquer à notre audience même les enjeux, les problèmes qu'on aura, puis ça serait très intéressant peut-être qu'en direct, tu pourras dire ce qui se déroule, parce que pour les gens qui ne le savent pas, Jonathan, avec sa firme Open Mind Technologies, vous construisez des logiciels sur mesure pour vos clients et vous avez également dans le passé bâti votre propre logiciel Berrycast. Donc, cette expérience-là, tu l'as depuis quoi? 10 ans, 15 ans quasiment maintenant? Exactement. Mais l'entreprise de développement logiciel existe bientôt depuis 20 ans, donc depuis 2005. Et je suis un jeune vieux, comme on dit. Et le côté Berrycast, on a commencé à développer en 2018. Donc, ça fait maintenant 6 ans là, qu'on s'est fait les dents à la dure sur le développement, mais surtout la commercialisation de produits. C'est le nerf de la guerre qui est pas évident, même si on a un beau et bon produit. Après ça, il faut le faire connaître et surtout réussir à faire rentrer ça dans une équation mathématique qui est de la valeur du client versus le coût que ça prend pour réussir à rejoindre ce client-là et à lui montrer la valeur ajoutée du produit.
Et c'est de plus en plus difficile d'année en année. Puis c'est des mots qui viennent aussi des grands de ce monde, des Workleap, anciennement Gsoft également, qui sont sur la même longueur d'onde qu'aujourd'hui. La game de développement de produits est d'abord et avant tout une question de commercialisation et de faire fonctionner l'équation revenu versus le coût d'acquisition client qui est de plus en plus difficile. Et peut-être, parlons-en un peu, tant qu'à avoir ouvert le sujet. Berrycast, tes apprentissages un petit peu. Tu aurais à refaire aujourd'hui un logiciel. Tu t'associes à moi, disons, pour ce projet-là parce que tu en as vu de toutes sortes. Tu sais au niveau technique comment tout ça peut être fait, comment tout ça peut être amélioré. Tes apprentissages que tu pourrais partager à moi et par extension à notre audience. T'aimeras peut-être pas mon premier apprentissage, Antoine. Notre plus gros problème dans Berrycast, c'est le coût mensuel. Au tarif qu'on charge, exemple 10 par mois, ça prend tellement d'usagers pour être capable de couvrir au minimum la maintenance, les frais de serveur. Souvent, maintenant, il y a le coût de l'AI derrière tout ça. Ça a été notre premier apprentissage dans les prochains développements de produits, s'il y a devant nous autres. Au minimum qu'on soit capable de charger en moyenne 50, 100 dollars et plus parce que sinon, on n'est pas capable de dégager assez de marge de manœuvre pour réussir à investir dans la commercialisation. C'est vraiment le gros enjeu qu'on a avec Berrycast puis avec ce type de produit-là. C'est le ticket à ce moment-là moyen, la valeur moyenne d'un usager au bout de la ligne. C'est difficile de faire tenir l'équation. Deuxième apprentissage, si on redéveloppe des produits, on va appliquer un peu exactement ce que tu apportes comme focus de dire, mais dans nos clients existants, est-ce que on peut régler un problème qu'on serait capable de répondre puis de le valider avant même peut-être de développer le produit? Donc, de le vendre à des gens qu'on connaît vraiment bien leurs problèmes avant de développer le produit, et non de dire « Hey, j'ai une idée », puis après ça, d'essayer de trouver la clientèle puis d'essayer de trouver le persona pour lequel que ça fonctionne. On l'a fait un petit peu à l'inverse avec Berrycast, qui est un projet un peu plus générique. On avait la prémisse, par contre, que ça réglait le problème, beaucoup de problèmes pour nous-mêmes à l'interne, donc on était très convaincus que ça allait régler le problème un peu partout ailleurs. Mais notre hypothèse était vraie que le problème est là un peu partout, mais le revenu par usager qu'on tire de la solution ne nous permet pas d'investir assez massivement en commercialisation, ou du moins assez loin pour réussir à trouver le petit filon qui permet que l'équation se tienne au bout de la ligne. Donc, on est pris dans une loupe un peu à travers tout ça, que le besoin est là, mais pour réussir à l'adresser au client, puis de lui montrer, puis de l'éduquer sur son problème et de la solution, la mathématique est difficile à faire fonctionner. Donc, c'est pas mal les deux apprentissages, je dirais, par rapport à ça. Ensuite, on sous-estime tout le temps autant les coûts de développement que de maintenance qu'il y a par après. Oh oui. Puis, on a toujours l'impression qu'on est à une fonctionnalité près de réussir à exploser l'entreprise vers des sommets, mais la réalité, c'est pas les fonctionnalités qui vont faire la différence. Si ça décolle pas dans les 180 premiers jours, je dirais, d'un lancement de produits rares, vraiment que ça va décoller par après, à moins qu'on ait une équipe marketing extrêmement focus à aller creuser le vrai besoin du client précis et à pivoter après ça le produit. Ça, c'est, je dirais, le troisième apprentissage dans le développement, entre autres dans le cas de Berrycast. Tellement intéressant. Parce que oui, effectivement, tu vois, le terme que je donnerais à ça en ce moment, qu'on explique peut-être un petit peu même dans nos rencontres à l'interne, c'est, on a entendu beaucoup le PLG, le Product-Led Growth. Donc, on offre le produit gratuitement, littéralement, à des membres d'une organisation et tranquillement, l'utilisation des produits est intéressante, on en veut plus. Donc, ultimement, on prend une version payante. Mais vu qu'on l'a utilisé gratuitement, on est capable d'en parler à plusieurs personnes et ça peut grimper à l'intérieur de l'organisation. Un concept qui existe depuis très, très longtemps. Mais il y a un concept qui a été mis en place par certaines personnes qui, je trouve, donc intéressant et qu'on a discuté quelquefois sur le podcast avec certaines différences, je dirais. C'est ce que j'appelle, et c'est un terme que je donne, le community-led growth. Donc, littéralement, de se dire à quel point tu peux concentrer tes efforts. Donc, si on regarde précisément, j'entends le dire, une des choses les plus compliquées, et je pense que je suis d'accord avec toi, c'est la commercialisation. Dans à peu près n'importe quoi, tout le monde est capable de bâtir, je pense, ultimement un logiciel, surtout avec les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Peut-être ne sera-t-il pas bon, mais je pense que c'est beaucoup plus facile que ça pouvait l'être, disons, il y a 10, 15 ou 20 ans. Tout le monde est capable de bâtir ultimement un produit, mais très peu de gens sont capables de commercialiser. Donc, c'est souvent une des choses les plus difficiles. Et souvent, ce qui se déroule, c'est qu'une entreprise va bâtir une communauté. Et si cette communauté-là est bien entretenue,
Et si on est capable d'offrir quelque chose de valeur ajoutée, cette communauté-là a des besoins. Et nous, c'est ce qu'on s'est dit. C'est qu'on s'est dit, on ne veut pas aller bâtir une autre type de communauté. Trop dur, trop compliqué, ça fait trop longtemps qu'on fait ça. Ça fait 4 ans qu'on fait du contenu avec Social Scaling, qui est un de nos podcasts de publicité Facebook, et près de 5 ans avec Hypercroissance. Donc, c'est juste pour donner une idée combien de temps que ça l'a pris. Et pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on n'a pas une très grosse communauté, mais on a une communauté qui est engagée. On l'a vu dans des événements, puis on le voit également avec nos podcasts, puis la J7 Academy. Donc, ça a pris du temps de bâtir cette communauté-là. Et ça, on le sait que c'est difficile. Mais cette communauté-là a des besoins. Donc, ce besoin de reporting-là, c'en est un. Mais on en a 5 autres en roadmap que dans les 2, 3, 4, 5, 6 prochaines années, on pourrait mettre en place. Et c'est ça maintenant qu'on veut faire sur les nouveaux lancements. C'est de se dire, qu'est-ce que notre communauté pourrait avoir besoin de plus? Comme ça, on est capable de manière plus intelligente de présenter, de commercialiser quelque chose sans avoir des coûts par acquisition. Donc, de retourner à cette même chose qu'on voit avec la J7 Academy, qu'on peut bâtir, qu'on peut aller chercher plein de nouveaux clients, mais qu'on n'a pas de coût d'acquisition. Et si cette prémisse-là peut, encore une fois, être vraie avec le produit technologique qu'on va lancer, eh bien là, peut-être je vais commencer à en parler un petit peu plus de ça, parce que ça va vraiment confirmer quelque chose que je vois, qui, on pourrait dire, qui est très similaire à ce qu'on voit avec des grands influenceurs sur le marché qui s'associent à des marques pour commercialiser des produits. Et là, loin de moi l'idée de dire que J7 est un grand influenceur, loin de là, mais le concept est le même, c'est de s'accrocher à une communauté existante avec un produit qui pourrait servir la communauté et par la suite de faire une fusion, une association de deux parties pour aller, bien entendu, lancer l'entreprise. Donc, à voir, c'est ce qu'on essaye de se dire parce que clairement, si tu veux par la suite faire de la commercialisation avec du média payant pour du logiciel technologique, ben, tu es obligé d'aller en levée de fonds. C'est quasiment inévitable, à moins que tu sois quelqu'un comme Adam Robinson, que je suis sur LinkedIn, qui est incroyable, qui a une grosse communauté sur LinkedIn et grâce à cette communauté-là, il a été capable de commercialiser son outil uniquement avec du contenu sur LinkedIn, mais ça revient un petit peu à cette idée de community-led growth. Sa grande communauté a eu besoin de son produit, il le fait. Donc, c'est quelque chose que j'explore, que je vois beaucoup de gens faire. Et bon, on va le savoir très rapidement si ça fonctionne. Les prochaines semaines nous le dira. Je te souhaite maintenant tout le succès visé devant nous parce que je pense qu'on rêve tous d'avoir une business avec des revenus à 99% récurrents annuels et avec des bonnes marges de profit au bout de la ligne. Donc, le côté sexy d'avoir une entreprise qui est en mode produit avec des bonnes marges, une belle croissance des revenus récurrents, c'est tous quelque chose que je pense qu'on rêve un jour de pouvoir avoir dans notre groupe d'entreprise ou du moins être président de ce genre d'entreprise-là. Ah, tu as tellement raison. Puis je pense que c'est le piège. Hein? C'est le piège, c'est de penser que c'est possible, c'est facile. Puis tu vois, je parle littéralement en ce moment à travers mon chapeau parce que j'ai aucune idée de ce que ça va donner pour vrai. Mais j'approche le tout avec une confiance, certes, mais avec énormément de prudence. C'est-à-dire qu'au nombre d'échecs que j'ai eus en lançant des nouveaux produits dans les dernières années, on dirait vraiment qu'à chaque fois, tu deviens de plus en plus humble. C'est impressionnant parce que en tant qu'entrepreneur, dès qu'on réussit une fois, on est des fois aveuglé parce que ça l'a pris pour avoir un premier succès. C'est tellement difficile d'avoir un succès en affaires. Et là, on pense qu'on est capable de le répéter rapidement et plus souvent qu'autrement, c'est pas le cas. Donc, on va le savoir. Je vous ferai un débriefing en direct, Jonathan, dans les prochaines semaines. Je partage toute ton opinion sur le côté humble et d'avancer à petits pas puis d'itérer. On a tous, je pense, des échecs dans notre parcours d'entrepreneur. Il faut continuer à avancer aussi. Puis je pense que la force d'un entrepreneur, c'est de voir l'avenir positif et de dire, let's go, on fonce, puis à un moment donné, de taper un coup de circuit en dehors du stade. Donc, on te souhaite de frapper cette balle en dehors du stade, absolument. Là. On va le faire un échec à la fois. Wow, je pense que je vais te la voler, Antoine, celle-là. On avance un échec à la fois. Jonathan, est-ce qu'on a des choses à rajouter avant qu'on continue ces belles discussions que j'aime bien? Je parlerais peut-être d'une nouvelle qui m'a interpellé dans les dernières journées, s'il nous reste encore un petit peu de temps disponible. J'ai vu une nouvelle passer qui avait un titre par rapport à est-ce que l'intelligence artificielle va ramener de l'avant le nucléaire? Et là, mon premier réflexe dans ma tête, c'était de dire, bon, est-ce que l'intelligence artificielle va aider à solutionner tous les problèmes que le nucléaire a pour devenir d'un bon côté environnemental puis d'un bon côté efficace et qu'il y ait moins de risques? Mais la réalité de cet article-là, c'était vraiment de
faire découvrir ce qui se passe derrière le rideau au niveau de l'échelle mondiale. Il y a à l'heure actuelle une course folle à la capacité électrique. Et on est en train de se rendre compte, nation par nation, de se rendre compte qu'on n'a pas les capacités électriques requises pour ce qui s'en vient au niveau du côté énergivore de l'intelligence artificielle. On le voit au Québec, entre autres. Il y a quelques années, on avait des surplus qu'on vendait à l'externe. Aujourd'hui, on se demande comment réussir à en produire plus et à faire attention pour être capable de supporter la demande non seulement des véhicules électriques, mais la plus grosse demande qu'on n'entend pas parler à l'heure actuelle, c'est l'intelligence artificielle. J'en parlais dans le dernier podcast. Exemple, Elon Musk, en 122 jours, il a assemblé 100 000 GPU qu'on appelle qui consomment l'équivalent d'à peu près 500 000 panneaux solaires, ce qui est pratiquement impossible à assembler aussi rapidement que ça. Donc, ce qui est en train d'arriver, c'est que les grosses entreprises, Amazon, Google et les compagnies également d'acier aux États-Unis, sont en train de signer des accords avec des usines, pas des usines, mais j'ai le mot en anglais, les plants, donc les usines qui produisent l'électricité par le nucléaire pour être capable de réserver des capacités de production. Il y a entre autres Amazon qui a acheté pour 650 millions de dollars la compagnie Talon Energy's Cumulus Data Asset pour avoir accès directement à une usine nucléaire qui produit 960 mégawatts de puissance en Pennsylvanie. Et là, c'est la course folle pour savoir quelle grosse entreprise va réussir à réserver ces capacités de production-là et également les amener à un autre niveau. Il y avait des endroits où il y a des centrales nucléaires qui avaient des droits acquis de construire d'autres endroits nucléaires sur le site. Et là, c'est vraiment la course folle pour ça. Donc, il y a vraiment une problématique à l'échelle mondiale. On parlait souvent qu'il y avait qu'il va y avoir une problématique au niveau de l'eau, de disponibilité de l'eau, mais je pense qu'il va y avoir une plus grande problématique devant nous qui s'en vient à très, 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 très grosse vague, très grande vague au niveau de la capacité électrique à cause du côté énergivore de l'intelligence artificielle qui est en train d'exploser à une vitesse qu'on ne voit pas, mais qui est en train de se matérialiser sur le terrain. Donc, à réfléchir dans nos organisations devant nous. Fitzgibbon, avant de partir de son poste au Québec, parlait qu'il voulait doubler les tarifs d'électricité. Honnêtement, on n'aura pas le choix que ça l'arrive parce qu'il va en manquer d'électricité, on ne sera pas capable d'en produire à une vitesse assez rapide et ça va amener probablement à rallumer beaucoup de projets par rapport au nucléaire et ça va peut-être permettre qu'il y ait beaucoup de sous qui s'en aillent là-dedans pour faire avancer la science, pour l'amener sur vraiment une optique beaucoup plus environnementale, beaucoup moins dangereux pour l'humain et finalement rendre l'énergie plus accessible que ce qu'on a aujourd'hui en termes de coûts de production. Ben écoute, on va regarder ça de près. Je pense que c'est quelque chose que tu as absolument raison. Peut-être que le Québec va sortir gagnant. D'ailleurs, avec ses richesses naturelles ici, qui sait, ça pourrait être intéressant de garder ça en tête. J'entends des choses à rajouter avant que je te laisse à ta journée de travail, à ton get shit done qu'on voit si bien derrière toi si on écoute les podcasts sur YouTube. Complet pour aujourd'hui, Antoine. Toujours un plaisir. Bon, ben on continue les brainstorms et on se reparle la semaine prochaine. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.